Vous écoutez l'épisode 149 du podcast Mes trucs de prof dans lequel je reçois Virginie Floquet, professeure de SVT, pour vous parler des bienfaits de la méditation de pleine conscience dans votre vie de prof. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Tout le monde a déjà entendu parler de méditation ou de pleine conscience ou les deux en même temps, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est ou que vous avez une certaine représentation de cette pratique. Moi, je pratique la méditation depuis plusieurs années et je vous en parlais d'ailleurs déjà dans l'épisode 3 du podcast. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Virginie Floquet, qui est une professeure de SVT en collège, mais qui est également instructrice en méditation de pleine conscience. Et ensemble, nous allons voir comment la méditation peut vous aider dans votre quotidien d'enseignants et d'enseignantes pour mieux faire face à certaines situations de classe, pour renforcer votre attention, pour développer de l'autocompassion, de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que Virginie vous offre un petit exercice de méditation. Bonne écoute! Bonjour Virginie. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode où nous allons parler de pleine conscience. Donc toi, tu es professeur de SVT et tu es également formée à la méditation de pleine conscience. Donc l'idée de cet épisode, c'est de pouvoir à la fois apporter des éclairages sur ce que c'est que la pleine conscience, ce que c'est que la méditation, et d'en montrer les bienfaits, notamment dans la vie des enseignants. Et puis, tu vas nous raconter ton parcours, tu vas nous éclairer de tes connaissances. Et puis, on va peut-être commencer par, expliquer pourquoi on a voulu faire cet épisode. Tout simplement pour faire découvrir, je pense aussi un petit peu cette pratique de la méditation de la pleine conscience, parce que on peut en avoir une idée, mais j'ai l'impression qu'elle est parfois un petit peu fausse, en fait. Je pense que c'est bien de bien cadrer ce que c'est que finalement la méditation de pleine conscience. Voilà. Parce qu'il y a plein de méditations, et puis il y en a beaucoup qui ont ce caractère un peu spirituel. Et là, moi, ce que j'aime bien dans cette méditation-là, c'est qu'il n'y a pas du tout de spiritualité. On va pas parler de bouddhisme ni de Bouddha. C'est pas le propos, en fait. Et c'est pour ça que ça permet aussi d'introduire cette méditation, en tout cas ce type de méditation en milieu scolaire, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de complètement laïque. Ouais. Ça, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, il peut y avoir des dérives ou des représentations erronées où justement, tu disais, où on a un peu tendance à penser que méditation égale spiritualité, égale ésotérisme et donc pas laïque du tout, alors que en fait il y a une pratique laïque de la méditation qui a des bienfaits, tu vas nous en parler un peu mais qui ont été démontrés par différentes recherches. Et puis tu parlais de la méditation au milieu scolaire, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler de la méditation du point de vue des élèves depuis quelques années et très bien, mais là il y a aussi l'idée de se dire qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous en tant qu'adultes qui encadrons, éduquons et enseignons. Qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre gestion quotidienne, notre gestion de classe, etc. Oui, tout à fait, parce que la méditation, il y a eu plein de petits programmes qui ont été proposés pour les élèves. Il y a aussi ce fameux kit d'empathie qui a été proposé et qui est très bien en soi, mais c'est axé sur les élèves. En fait, nous, en tant qu'enseignants, on a aussi une stature à avoir et puis on renvoie quelque chose aux élèves. Et moi, je trouve que c'est important aussi que de notre côté, on puisse être aligné avec ce qu'on enseigne. Et puis nos élèves, ils répondent aussi en effet miroir par rapport à ce qu'on renvoie. Donc, si nous, de notre côté, on n'a pas finalement aussi cette empathie, cette bienveillance qui est là, cette écoute vis-à-vis des élèves,
c'est pas que ça va pas marcher, mais je pense que le résultat va pas être là, en fait. Ouais. Il y a cette idée d'apporter un peu de la cohérence et Mmh. d'outiller aussi les adultes pour pour pouvoir ensuite encore mieux accompagner les élèves. Ouais, tout à fait, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait commencer du coup par dire concrètement ce que c'est que la méditation de pleine conscience? Oui, alors si tu veux bien, moi, pour te donner une définition, j'aimerais bien qu'on sépare un petit peu les termes, qu'on prenne le temps de définir ce qu'est la pleine conscience, et ensuite qu'on parle de méditation. Oui. Euh, donc la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est quelque chose qu'on a tous. On n'a pas forcément besoin d'apprendre ce qu'est la pleine conscience parce que c'est quelque chose d'inné. Et on est à peu près au top du top de notre pleine conscience aux alentours de 6-7 ans. Et puis, de par notre éducation, notre évolution, c'est quelque chose qui se dégrade un petit peu. Mais c'est pas perdu, c'est là, on peut la cultiver, on peut renforcer sa pleine conscience. Et la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à être vraiment présent à ce qu'on vit, donc ce qui se passe tout autour de nous, d'être vraiment attentif aux petites choses du quotidien, mais aussi tout ce qui se passe en nous. Et ça, c'est important de ressentir quand le corps réagit, quand le mental prend le dessus. Et ça, la pleine conscience, ça permet vraiment d'appréhender tous ces petits changements qui se passent en nous et puis vraiment d'être ouvert aussi à notre expérience, à notre vie quotidienne. Et ça, c'est le fait d'être pleinement conscient. Et puis, il y a un petit truc en plus, c'est que la pleine conscience aussi, on a cette attitude de non-jugement. Donc d'essayer d'être ouvert et de juger le moins possible en fait tout ce qui nous arrive. On peut avoir des trucs chouettes dans notre vie, on peut avoir des trucs moins chouettes, de pouvoir les accueillir un peu comme ils sont. Donc c'est ça l'idée de la pleine conscience. Ouais. Et parallèlement à ça, donc on a la méditation. Et en fait, la méditation, ça va juste être l'exercice qui va pouvoir nous permettre d'entraîner la pleine conscience, qui va nous permettre de renforcer en fait et de cultiver cette capacité. C'est intéressant de bien comprendre les deux. Et Mmh. moi, là, tu vois, quand je t'entendais parler de la pleine conscience, j'en voyais évidemment toutes les applications professionnelles pour les enseignants. C'est-à-dire que, ne serait-ce que dans la gestion de classe, il y a besoin de cette pleine présence, de pouvoir être vraiment là sans être concentré, d'être capable de mettre son attention sur certaines choses. Et puis, tu parlais aussi de pouvoir être attentif à ce qui se passe en soi. Et on en a besoin. On n'est pas toujours capable de le faire rapidement. En tout cas, on a besoin de le faire rapidement quand on est en classe. Et j'aime bien l'idée de se dire, comme tu viens de le dire, que la méditation, c'est l'exercice qui va pouvoir nous entraîner à cette pleine conscience et de dissocier un peu les deux. Ouais, tout à fait. Souvent, on fait un peu un amalgame parce qu'on parle de méditation de pleine conscience, mais en fait, on devrait parler plutôt de cette capacité de pleine conscience un petit peu oui, de manière à part, en fait, quelque chose qu'on cultive, qu'on renforce, une qualité, en fait, qui est là, présente en nous. Et puis, le terme méditation, c'est vraiment, on pourrait même gommer un petit peu le terme méditation et parler juste d'exercice. Et exercer sa pleine conscience. C'est ça. Pour pouvoir être vraiment présent Ouais. à ce qu'on fait, présent à ce qu'on est, et pouvoir lier un petit peu les deux, ce qui va être utile au quotidien. Tout à fait. Et donc on sait aujourd'hui que cette pleine conscience et la pratique de la méditation de la pleine conscience, elle a des bienfaits qui ont été démontrés par des recherches, par des études. Oui, alors on sait déjà que la pratique de la pleine conscience, ça renforce déjà notre capacité d'attention et entraîne du coup une meilleure concentration. Ça a vraiment été prouvé. Et puis on a tout ce qui est aussi tout ce qui est empathie. Donc ça renforce notre empathie, notre autocompassion. Il y a une amélioration du sommeil. Et ça a été validé par beaucoup d'études scientifiques. Donc on peut les retrouver. Voilà, chaque petite partie a une validation, mais ça va bien au-delà de ça. Il y a une étude scientifique que j'aime bien citer parce qu'elle a été faite en France et c'est pas toujours le cas. Et donc là, c'est l'étude Silver et c'était sur le vieillissement des cellules. Et donc l'idée, c'était de prendre 3 groupes de personnes d'un certain âge déjà et
Le premier groupe faisait de la méditation, le deuxième groupe apprenait l'anglais et le troisième groupe ne faisait rien. Et au fur et à mesure des années, ils ont mesuré en fait le vieillissement cellulaire et ils se sont rendus compte que la méditation ralentissait le vieillissement cellulaire par rapport aux autres pratiques. Donc ça va bien au-delà de juste renforcer certaines capacités, comme l'attention ou la concentration, l'empathie. Ça a vraiment des bienfaits sur notre vie et sur notre et santé. sur notre santé. Mais quand bien même ça se concentrerait sur l'attention, la concentration, l'empathie et l'auto-compassion, en tant que prof, en tout cas, c'est déjà suffisamment motivant pour se dire qu'on en a besoin. Parce que c'est vrai l'attention, bon, on l'a un peu évoqué, la concentration, on peut en avoir aussi besoin quand on corrige, quand on prépare, quand on range sa classe pour ne pas trop se disperser, donc gagner du temps. L'empathie, on en a besoin vis-à-vis des élèves, mais ce que j'aime bien aussi, c'est l'autocompassion dont on ne fait pas souvent preuve vis-à-vis de soi-même, cette auto-empathie, de pouvoir aussi moins culpabiliser, moins se reprocher, moins prendre sur soi, prendre sur soi le poids de ce qui n'avance pas et ce qui marche pas. Et je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il y a une pratique qui va nous aider à avancer là-dedans. Ouais, moi je trouve ça formidable avec cette pratique. C'est pas juste un petit curseur qui va bouger. En fait, c'est plein de petites choses. Et puis c'est aussi bien quelque chose pour nous faire du bien. Mais si nous on va bien, les autres vont aussi aller bien parce que comme je disais tout à l'heure de miroir, mais c'est vraiment ça. Hein. Quand on rentre dans une classe et que finalement on se sent bien, détendu et de bonne humeur, on renvoie quelque chose de très positif aux élèves et souvent le retour, il est là. Alors que si on arrive un peu bougon, un peu ronchon et on a l'impression d'avoir le poids de la journée déjà sur le dos, le retour, il est pas le même. Et moi, je trouve que cette pratique, elle permet d'apporter ce côté un peu plus léger parce qu'on prend vraiment conscience de comment on se sent, comment on est face aux élèves. Et l'échange, il sera pas le même. Et ça, c'est vraiment top parce que la journée, elle est longue quand on est enseignant. Ouais. Et puis, tu vois, dans ce que tu disais, oui, ça arrive qu'on soit un peu bougon, il nous arrive des choses dans la vie et l'idée, c'est pas de se dire que la méditation, elle va nous transformer et nous mettre dans un monde de bisounours, comme diraient certains, mais c'est surtout cette conscience de soi. La pleine conscience, elle nous aide à prendre conscience de notre ressenti et donc de pouvoir réajuster nos actions et nos comportements derrière. C'est seulement à cette condition-là, en fait, si je ne me rends pas compte que j'arrive dans ma classe dans cet état-là, je vais subir, en fait, mes propres réactions aux événements. Alors que si j'ai conscience que je suis fatiguée, j'ai conscience que ça va pas et que j'ai pas envie, j'ai conscience que je vais pouvoir agir différemment ou en tout cas arbitrer, prendre certaines décisions différemment parce que je sais comment je me sens, je sais où j'en suis et où je me situe. C'est exactement ça. Toi, dis-nous comment la pleine conscience et la méditation de pleine conscience sont arrivées dans ta vie. Raconte-nous un peu ton parcours. Ça n'a pas été si simple que ça. En fait, tout est venu un petit peu de mon mari. Mon mari a une période professionnelle assez compliquée avec beaucoup de stress. Et lui, il a cherché quelque chose pour aller mieux. Donc il a testé plein de pratiques, hein. Il a fait de la sophrologie, il a fait de l'acupuncture, il a fait même de l'hypnose. Et puis un jour, il est tombé un peu par hasard sur un livre qui parlait de la méditation et il s'est dit pourquoi pas. Donc lui, il s'est lancé là-dedans. Et moi, j'étais vraiment observatrice et j'ai vu au fur et à mesure des semaines les changements qui s'opéraient en lui sur son attitude, le comportement, plein de petites choses en fait qui me faisaient réaliser que waouh, ça a l'air de marcher son truc. Donc ça m'a donné envie de tester. La première fois, c'était juste une catastrophe, hein. Je me suis assise sur un coussin avec lui, il a essayé de m'expliquer ce qu'il fallait faire. Au bout de 3 minutes, je rigolais sur mon coussin et puis j'avais pas médité, j'avais rien fait. Mais en tout cas, je voyais qu'il se passait quelque chose pour lui. Alors on a eu une idée, on s'est dit OK, on va aller vraiment voir ce que c'est et pour ça, il faut aller voir un instructeur. On a fait 4 jours intensifs de méditation
Et moi, ça m'a vraiment transformée. Je pensais ne pas en avoir besoin. Je dis, oh, je suis bien dans ma vie, j'ai pas de soucis. En fait, j'ai pas de soucis. Quand je suis arrivée là-bas dans ce stage, j'avais des douleurs aux épaules, mais un truc de dingue, et de ça depuis des années en fait. Et je suis sortie du stage, les douleurs avaient disparu. J'ai dit, mais c'est incroyable. Et en fait, c'était une espèce de chape de plomb, un peu aussi de stress qui était là, qui se portait sur mes épaules. Et je me suis dit, mais j'ai rien fait de particulier à part méditer pendant 5 jours. Et tout d'un coup, cette douleur qui était là a disparu. Et je me suis dit, il faut que je continue. Donc j'ai continué. J'ai continué, j'ai exploré de plus en plus, et pour vraiment me rendre compte que j'avais besoin moi aussi finalement de méditer. Et puis de fil en aiguille, comme ça nous fait beaucoup beaucoup de bien quand on commence à pratiquer, on a envie au bout d'un moment de le transmettre. Et j'ai vraiment eu à cœur moi de pouvoir transmettre vraiment la pratique, mais je ne voulais pas le faire n'importe comment. C'est ça qui était important pour moi. Donc j'ai pris le temps de me former. Donc j'ai fait tout le cursus de formation pour devenir instructrice MBSR. Et puis j'ai suivi aussi le cursus de formation, donc ce qu'on appelle la méthode Eileen Snell, ou parfois la petite grenouille, pour les enfants, donc à partir de 6 ans et jusqu'à 18 ans. Et forte de cette expérience-là, j'ai continué donc à pratiquer. Moi, du coup, je pratique vraiment tous les jours. Et puis, transmettre, donc à travers le programme MBSR pour les adultes, et puis avec le programme de la petite grenouille pour les enfants. Est-ce que tu étais déjà enseignante quand tu t'es formée à la méditation de pleine conscience? Alors du tout, non, j'étais pas enseignante. Pour moi, c'est une reconversion. Avant, je travaillais dans le domaine médical. Et puis, en fait, je suis rentrée dans le milieu scolaire justement grâce à la méthode Eileen Snell, parce qu'il y avait beaucoup de demandes à l'époque pour avoir des interventions extérieures sur le côté empathie, gestion des émotions. Et le programme d'Eileen était vraiment un peu adapté, en tout cas pour transmettre aux jeunes enfants ces notions-là qui sont pas toujours simples. Et donc j'ai commencé à faire des petites interventions extérieures comme ça dans des écoles, et j'ai adoré. J'étais pas toute seule face à la classe, il y avait toujours un enseignant avec moi, et puis c'était pour un sujet un peu ludique quand même, mais en tout cas j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à me retrouver devant la classe, à avoir des interactions avec les élèves. Et puis moi, ma pratique de pleine conscience, finalement, c'est quelque chose d'assez solitaire, et j'ai eu besoin à un moment donné de retrouver des collègues, parce que, comme je disais, c'est une reconversion. J'ai quitté mon travail à un moment donné. J'étais plus vraiment alignée, on va dire, avec les idées de l'entreprise et là où ils voulaient aller. Je me retrouvais pas dans les objectifs, et il fallait changer, il fallait faire autre chose. Donc j'ai vraiment pris un temps, hein. Il y a eu ce temps de formation à la pleine conscience. Et puis après, ce moment où, ok, je crois que je suis prête, et je crois que j'ai vraiment envie de transmettre beaucoup plus, en fait. Donc je suis arrivée à l'enseignement petit à petit, comme ça. Je commençais à faire des petits remplacements, et puis maintenant, voilà, c'est mon poste, c'est ma carrière, et j'y prends vraiment un grand plaisir. Et du coup, on a parlé du lien entre méditation de pleine conscience, enfin la pratique de la méditation pour travailler la pleine conscience, et le lien qu'il pouvait y avoir avec la gestion de classe. Comment t'as transféré, toi, dans ta pratique? Est-ce que ça t'a tout de suite aidé ou pas? Non, ça m'a pas aidé tout de suite, hein. Ça n'a pas été si simple comme ça de faire le lien. Comme tout jeune enseignant, hein, la gestion de classe au début, ça n'a pas été ça, hein. C'était compliqué. Mais en tout cas, ma pratique de pleine conscience, j'ai pu l'introduire petit à petit. Il a fallu tout simplement que je reconnaisse comment elle pouvait m'aider vraiment au quotidien dans la gestion de classe. Donc ça s'est fait petit à petit. Et j'aimerais bien te donner l'exemple de Gabrielle. Alors moi, je suis dans un petit établissement. Et comme je suis prof de SVT, j'ai pas beaucoup d'heures, donc souvent j'ai beaucoup de classes, et les élèves, je les retrouve d'année en année. Et cet élève, Gabriel, je l'avais en 6e, je l'ai eu en 5e, et je l'ai encore cette année en 4e. C'est un gentil garçon, il travaille bien, mais
Il a un besoin de s'exprimer, de prendre la parole. Et c'est génial quand on a un élève qui participe. Mais là, c'est trop, en fait. Il y a ce petit truc en trop. Alors, petit à petit, j'ai senti vraiment que d'année en année, il y avait comme quelque chose qui se passait avec cet élève-là. J'avais comme de la réticence à lui donner la parole. Parce que je savais que si j'allais lui donner la parole, euh, oh là là, j'allais en perdre 10 minutes de cours, le temps voilà, de le laisser parler, le temps de reprendre le cours. Et je me sentais vraiment, quand il levait la main, mais c'était physique dans mon corps, que je commençais à me tendre, que je commençais à être plus à l'écoute en fait des autres élèves. Et puis dans la tête, plein de pensées. Mais non, je vais pas lui donner la parole, je vais perdre du temps, ah puis il va falloir ramener le calme après. Enfin, c'était vraiment une charge mentale là tout d'un coup qui arrivait comme une vague. Et ça, j'en ai pas eu conscience tout de suite. Il m'a fallu un petit peu de temps, mais j'ai vraiment ressenti tout ça, arrivé à un tel point où je commençais à prendre Gabriel en grippe. C'était ça qui était, je pense, le plus terrible pour moi. Il y avait comme une forme de rejet qui se mettait en place. Et là, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Je peux pas, ça va pas. Je sentais que ça n'allait pas. Et ça, vraiment, la pleine conscience, elle m'a aidé à prendre conscience toutes de ces petites étapes, de ces sensations physiques, de ce qui se passait dans la tête. Et me dire, mais c'est à moi de m'ajuster. Il faut que je pose un cadre, il faut faire quelque chose. Je peux pas juste me dire, bah non, c'est bon, je donne plus jamais la parole à Gabriel parce qu'il m'énerve. Mais non, c'est pas possible en fait. Donc la pleine conscience, elle est vraiment arrivée là comme un soutien. Et bah maintenant, bah voilà, je sais que parfois, bah je vais lui donner la parole, ça va me prendre du temps, mais maintenant je le fais de manière beaucoup plus sereine. Et puis voilà, j'ai mis un cadre en place et voilà, tout s'est fait petit à petit en fait. Donc Gabriel, c'est qu'un exemple, mais c'est valable en fait pour toutes les petites interventions qu'il peut y avoir dans la classe. Une blague d'un élève, tout d'un coup, on pourrait s'énerver, peut-être presque surréagir. Ben moi, j'essaye toujours de revenir à ce que je ressens. Et parfois, la blague, elle est drôle quand même. Alors, voilà, je dis, allez, t'énerve pas, laisse couler. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, on peut comme ça reprendre le fil plus facilement. Ouais. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça montre vraiment à quel point, en fait, nos émotions, nos pensées interviennent dans nos décisions en classe et peuvent, du coup, soit favoriser de la légèreté qui va nous permettre de trouver une solution et nous adapter dans un certain sens, ou au contraire favoriser la surréaction, enfin la réaction qui va découler logiquement de ce qu'on s'est dit, de ce qu'on a ressenti. Et puis, c'est intéressant aussi de montrer comment ça passe dans le corps et comment on n'a pas cette habitude d'écouter notre corps, encore moins quand on pratique, quand on est dans notre classe, mais justement d'écouter ce qui se passe dans notre corps et de le prendre comme un indicateur pour pouvoir dire, ok, il se passe quelque chose pour moi là, qu'est-ce que ça me fait, comment j'ai envie de réagir ou comment je peux modifier les choses. Et c'est vraiment ça, cette conscience de soi qui va nous permettre de nous réajuster de manière plus favorable. Ça ne nous donne pas là une réponse toute faite et l'idée c'est pas du coup d'être tout le temps flexible et tout le temps dans l'adaptation, mais justement de prendre, c'est intéressant, je rigole d'avance de ce que je vais dire, mais de prendre nos décisions en conscience. On le dit souvent, moi j'utilise beaucoup conscientiser, prendre conscience de, et c'est vraiment ce que je dis aussi en filigrane souvent dans mes podcasts, où j'en parle aussi dans mon livre sur la gestion de classe, c'est de se dire que quand on prend conscience de ce qu'on vit, quand on prend conscience de nos gestes, quand on prend conscience de ce qu'on ressent, on agit en conscience, c'est-à-dire qu'on agit en sachant ce qui se passe pour nous, ce qui est en train de se passer. Ouais, ce retour au corps, il est vraiment primordial, hein, parce qu'on sent énormément de choses, mais finalement, c'est pas toujours simple de se connecter à son corps. Et ça nous apprend tellement de choses sur la manière dont on ressent ce qui se passe, et puis ça nous permet d'ajuster la réponse. Parfois, j'aime pas trop le mot réaction parce que je trouve que c'est un peu trop spontané. Alors, il en faut, hein, mais
moi, je trouve que dans notre métier, on est plutôt dans des réponses qui doivent être vraiment adaptées et ajustées aussi bien à l'élève, mais ça peut être aussi à la classe tout entière. Ouais. Et puis, ce retour au corps, ça permet aussi de prendre conscience que les émotions, elles se traduisent aussi dans notre corps. Et selon les moments, il y a des moments où on va ressentir des trucs dans le ventre, où on a l'impression qu'il y a des choses qui nous traversent, où on se sent un peu oppressé au niveau de la poitrine, ou les jambes un peu flageolantes, ou la migraine qui se pointe. Enfin, de pouvoir aussi... ça nous aide à nous connaître, en fait, et le corps, il nous donne des indications qu'on n'écoute pas toujours, mais qui nous permettent de reconnaître certaines situations et de savoir, ok, dans cette situation-là, j'ai peut-être tendance à réagir comme ça, et c'est pas toujours hyper favorable pour moi. Peut-être que je vais pouvoir, je reconnais là dans mon corps ce qui se passe, donc je vais pouvoir proposer autre chose, une autre réponse, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Du coup, là, tu nous as donné un bel exemple de ce qui peut se passer en situation. Est-ce que tu as un autre exemple ou comment ça se traduit de manière un peu plus générale dans ta pratique de classe ou dans ta vie de prof? Alors moi, c'est vraiment des petites choses que je fais au quotidien parce que une journée de prof, c'est quand même une journée qui est bien rythmée. Et on a toujours besoin de petits moments voilà, de respiration, des petits moments de pause. Et puis, moi, c'est des petites choses simples. C'est respirer, déjà, se reconnecter à la respiration. Justement, quand il y a un petit moment où il y a peut-être beaucoup d'agitation, ça permet de sentir ce qui est là, de retrouver un peu de calme. Ça, cette connexion à la respiration, elle est vraiment top. Et puis, dans les petites pratiques aussi quotidiennes, moi, je trouve que est top, c'est quand on marche, parce que on marche beaucoup dans une classe. Moi, comme je suis au second degré, je change de classe à chaque heure. Donc, je traverse des couloirs, je traverse voir parfois la cour de récréation pour aller dans un autre bâtiment. Et puis, tous ces moments-là, en fait, c'est des moments de transition et moi, j'en fais des moments de pratique. On peut, voilà, quand on marche, se reconnecter à son corps, même au milieu de l'agitation qu'il peut y avoir tout autour, sentir à la fin du cours comment on est, comment on sent. Il y a ce retour au corps qui est encore important. Et puis, pour pouvoir arriver moi, c'est la nouvelle classe, l'autre classe, en mettant un peu de côté peut-être la tension qu'il y a pu avoir avant ou juste la dynamique qui était là dans cette classe-là et pouvoir repartir avec un nouvel élan, un nouveau souffle avec cette classe. Et moi, c'est vraiment ces moments de transition que j'exploite au maximum pour, voilà, je rentre dans la classe. C'est bon, j'ai repris conscience de comment je me sentais, comment je suis là maintenant pour attaquer ce nouveau cours. Et ça change beaucoup de choses parce que ça permet vraiment d'être déjà plus à l'écoute de ce qui se passe en nous, mais aussi plus à l'écoute des élèves. Et ça, c'est important. Et puis ça permet aussi de vider sa tasse un peu, c'est-à-dire de réajuster. Si à chaque cours, ça monte, il y a un moment donné où ça déborde, et parfois ça déborde pas au moment le plus logique, parce que ça s'est accumulé depuis le matin, et c'est valable aussi pour les élèves parfois, hein. Alors que cette idée-là de se créer des micro-pauses et de profiter de chaque micro-pause pour revenir à soi, ça me fait penser à un épisode que j'avais fait l'année dernière, que j'avais appelé le SAS, savoir se créer des SAS entre les séances, entre les cours, entre chez soi et la maison, enfin entre chez soi et le collège ou l'école, ou l'inverse, avant une réunion, avant un rendez-vous de parents. C'est intéressant, tu vois, de pouvoir être outillé grâce à la méditation qui nous exerce pour pouvoir être en pleine conscience à ce moment-là et te dire, voilà, est-ce que j'ai des moments, peut-être que j'invite les personnes d'ailleurs qui écoutent à se dire, quel moment j'ai dans ma journée dans lesquels je prends le temps de vider un peu ma tasse, hein, quand la coupe est pleine, de revenir un peu à moi et de me demander comment moi je vais, comment je me sens, de ressentir dans son corps. Et c'est intéressant ce que tu dis aussi, d'être capable de le faire, même pas au milieu du chaos, mais c'est intéressant justement de pouvoir le faire dans ces moments-là aussi, même au milieu du bruit, au milieu de l'agitation. Ouais. Et puis, moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même un
un métier, moi, je trouve, qui est hyper rythmé, hein. Les pauses nous sont imposées. On ne peut pas tout d'un coup quitter la classe, aller faire sa pause. Non, les temps sont vraiment posés, cadrés. Et en plus, on a tendance à remplir ces temps de pause avec des choses à faire. On a toujours des copies à corriger. Sur la pause méridienne, tout d'un coup, il y a une réunion qui arrive. Et on a du mal finalement à trouver, comme tu disais, vider sa tasse. Mais c'est ça, hein, c'est d'avoir des moments où on va souffler tout simplement, on va essayer de prendre soin de soi. Et en fait, dans cette journée, voilà, tout s'accumule, tout s'enchaîne, et on peut vraiment arriver à la fin de la journée en étant fatigué, voire épuisé. C'est un vrai sentiment qui peut apparaître. Et moi, ce que j'aime avec cette pratique de pleine conscience, c'est justement d'avoir ces petits sas, ces petits moments où on peut se poser et accepter aussi de ne rien faire, tout simplement se poser sur une chaise. Ça peut être dans un petit bureau, dans la salle des profs. On peut, même si on a vraiment envie de se mettre dans une bulle, éventuellement trouver une salle où il y a rien. Et juste se mettre au calme, ça fait déjà beaucoup de bien. Et moi, je trouve qu'il faut profiter de tous ces tout petits moments-là qu'on a dans une journée, parce que ça nous permet comme ça d'être vraiment avec la bonne énergie et la bonne dynamique tout au long de la journée, et sans arriver en fin de journée en étant avec ce espèce de d'épuisement. Waouh, ça y est, j'ai fini, un peu comme je pose mon sac à dos avec tout le poids que c'est, mais d'arriver en fin de journée de manière beaucoup plus légère, parce que finalement on a posé les petites choses un petit peu au fur et à mesure. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour des bienfaits et de ce que ça peut nous créer, de comment on peut mobiliser, se remettre dans un état de pleine conscience au fil de l'eau, au fil de la journée, pour pouvoir se régénérer quelque part, ou en tout cas faire des petites remises à niveau d'énergie. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui reste peut-être encore obscur. Comment on pratique en fait? Comment on s'y met? Comment on apprend à faire ça? Et c'est quoi finalement méditer? Parce qu'on peut avoir on en parlait en introduction, cette représentation de, pour méditer, je m'assois les jambes en tailleur, je mets mon pouce et mon majeur ensemble, et puis je fais des bruits, enfin voilà. Pour être un peu caricatural. Finalement, très simplement, comment on médite? Alors j'aime bien tout le décorum que tu viens de citer, effectivement, de ce cliché un peu du fait de méditer en tailleur avec les mains d'une certaine manière, ou les petites clochettes. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment des artifices. On peut très bien méditer en étant juste sur une chaise. C'est déjà le premier truc, vraiment. On n'a pas besoin de matériel, on n'a besoin de rien de particulier. Oui, pour s'installer pour la méditation, on n'a pas besoin, voilà, d'avoir un banc, un coussin, ou comme on peut voir, juste une chaise. Une chaise, ça suffit, un petit bout de canapé, pas besoin de se mettre en tailleur, d'être très souple avec cette fameuse position du lotus. On peut juste s'installer. Au début, c'est quand même mieux d'être dans un endroit calme, parce que pratiquer quand il y a vraiment beaucoup d'agitation tout autour de soi, c'est compliqué. Donc c'est mieux d'être dans un endroit un petit peu calme, et puis on va juste s'asseoir. Souvent on parle de posture, parce que l'idée, c'est quand on est sur cette chaise, c'est pas de s'installer vraiment avec le dos appuyé sur le dossier. On va plutôt s'avancer un petit peu au bord de la chaise. On va poser les pieds bien à plat sur le sol. On va décroiser les jambes. On va relâcher un petit peu les épaules, poser les mains. Et puis on peut fermer les yeux ou pas. C'est pareil, il y a cette idée reçue un peu qu'il faut absolument fermer les yeux. Non, si on est à l'aise avec le fait de fermer les yeux, on les ferme, mais sinon on peut très bien garder ce qu'on appelle un regard flottant, c'est-à-dire qu'on va pas fixer une bougie ou fixer quelque chose, parce que ça c'est une autre pratique, mais on va juste laisser le regard papillonner devant soi. Ça c'est déjà la posture, c'est changer de notre posture habituelle pour prendre une posture qu'on va appeler de posture de méditation, vraiment. Puis une fois qu'on a cette posture-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va porter notre attention sur ce qu'on appelle un objet d'attention. Alors attention, un objet d'attention, en fait, ça va pas être un vrai objet. On va pas fixer une bougie, on va pas fixer un caillou ou autre. Quand on parle d'objet d'attention, c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Et le plus simple au début, c'est de se connecter à sa respiration. Donc de ressentir les choses, de sentir comment je respire à cet instant, et de ramener notre attention sur la sensation de la respiration.
Faire attention à la manière dont on inspire, on expire, sentir que le corps il bouge, que la poitrine se soulève, que le ventre il se gonfle, il se dégonfle au fur et à mesure des respirations. Et puis on va vraiment ramener cette attention sur ces sensations physiques. C'est encore le corps, encore une fois. Alors ça, on peut dire ouais, c'est facile, mais en fait, c'est pas si facile que ça parce qu'au bout d'un moment, notre attention, elle aime pas s'ennuyer et puis c'est pas très drôle de porter son attention juste sur la sensation de la respiration. Donc l'attention, elle va partir, elle va décrocher, elle va retourner dans la tête parce que il y a un petit truc qui s'est passé en classe, on va se refaire l'histoire, on a une to-do list qui est longue comme le bras, qui va revenir en force. Et donc là, en fait, on a décroché notre attention qui est partie loin dans la tête. Mais on va en prendre conscience, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pas rester dans cet emballement. Alors peut-être que ça peut durer 1 ou 2 minutes, mais en soi, c'est pas très grave. Mais juste prendre conscience tout d'un coup. Ah ouais, tiens, je n'y suis plus, quoi. Je suis où, là? Eh ben, on va faire cet effort de ramener notre attention vers la respiration. Et puis on va suivre le flux de la respiration, un petit peu, moment après moment. Et comme ça, petit à petit, c'est une des toutes premières pratiques qu'on apprend, cette méditation d'attention focalisée sur la respiration. Et en fait, cette pratique, on peut vraiment la faire n'importe où. Il n'y a pas besoin de matériel, juste on s'assoit, on s'installe, on peut fermer les yeux ou pas, et on fait attention à notre respiration. Ouais. Ça, c'est vraiment le tout début. Est-ce que tu as un autre exemple, autre que la respiration, un autre exemple d'objet attentionnel? Ça peut être aussi les objets attentionnels, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le contact. On peut sentir le contact des pieds, par exemple, avec le sol, parce qu'il y a plein de sensations au niveau des pieds. Sentir que le sol, il est dur, il est mou. Puis même si on a les pieds dans les chaussures, on peut sentir si les pieds sont un peu serrés ou si on a chaud aussi dans notre chaussure ou si c'est un peu humide. Il y a plein de choses. Et ça aussi, ça peut être un objet d'attention. Mais en fait, cet objet d'attention, il doit vraiment être en nous. C'est quelque chose qu'on ressent. C'est ça qui est important. Ouais. Donc là, si on résume, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont essayé avec la respiration et c'est pas trop leur truc, ou ça fonctionne pas, ou ils l'ont assez fait. L'idée, c'est de trouver quelque chose en soi sur lequel on va pouvoir focaliser notre attention, permettre à son esprit de divaguer, c'est pas grave, mais c'est juste de se voir faire et te dire, ah tiens, j'observe que je suis en train de penser à autre chose et de pouvoir décider de remettre son attention sur ça. Donc ça peut être ses sensations, quelle partie de mon corps touche la chaise, comment je me sens dans mes chaussures. Moi je sais que je fais souvent le scan et en plus des fois on prend conscience d'endroits, tiens c'est vrai, cette partie de mon corps j'y pense jamais. Je ne pense jamais à comment je me sens dans mon tibia. et du coup de pouvoir s'exercer régulièrement à ça. Ouais, c'est un exemple. Tu parlais du scan. Le scan, c'est vraiment un exercice qui est formidable parce qu'on a vraiment ce problème dans notre société d'être complètement déconnecté de notre corps. Et le scan, ça permet de reprendre conscience de toutes les petites sensations qu'on a, de la plus légère, la plus fine. Un picotement dans le gros orteil, finalement, c'est pas rien, mais de prendre conscience que ça existe, c'est important. Et puis petit à petit, ça affine aussi notre conscience du corps, parce que au quotidien, on est dans notre élan, mais en fait, notre corps, lui, il nous écoute, il nous envoie plein de messages, et souvent, nous, on l'écoute pas, notre corps. Et de faire ces pratiques, entre autres le scan, ça permet vraiment de waouh, mais je ressens tellement de choses, ou parfois de aussi se rendre compte que mais j'avais mal là, maintenant je n'ai plus mal, et aussi de prendre conscience que parfois il y a des douleurs qui disparaissent, et ça c'est waouh, mais en fait là ça va bien, et ça c'est fort aussi. Ouais. Et je trouve que ça a plus, du coup le bienfait de se ramener au corps, de prendre conscience de nos douleurs, nos non-douleurs, où on en est, etc. Et que ça a aussi le bienfait de faire diversion de nos pensées un peu aussi. Quand on les moments où on s'emballe un peu, où on peut un peu paniquer, se sentir stressé, se sentir submergé par ce qui se passe en classe, ou par ce qu'on a à faire, ou par notre tas de corrections, ou par le nombre de réunions, etc. C'est aussi un moment
où on s'autorise à retrouver de l'apaisement, parce du coup, on fait diversion par rapport à ce qui nous préoccupe et on revient aussi dans notre corps. Ouais, c'est vraiment l'idée de ramener la méditation. En fait, souvent, on associe la méditation à relaxation. Alors, oui, bien sûr, il y a un effet relaxation qui vient, mais j'aime bien cette notion quand même dans la méditation d'effort. Euh, on revient, c'est-à-dire qu'on a le droit de laisser voilà l'esprit divaguer un petit peu parce qu'il y a cette charge mentale qui est là, mais revenir, de faire cet effort de ramener l'attention véritablement vers soi, vers les sensations corporelles ou la respiration, peu importe en fait, parce qu'on peut choisir. Ça permet vraiment de souffler et puis de se faire du bien, quoi. Et ça, c'est important dans notre quotidien. Mm. On peut méditer en mouvement? Oui, c'est tout à fait possible. Alors on va appeler ça des mouvements conscients, mais oui, on peut faire plein d'étirements. Il y a plein de mouvements qui sont aussi associés au yoga, qui permettent voilà, de pratiquer en mouvement. Et puis en mouvement, ce que j'aime bien aussi, c'est tout simplement la marche méditative. Et ça, dans notre quotidien, on marche dans les allées de la classe, dans les couloirs, il y a toujours une occasion. Alors cette marche méditative, c'est pas une marche un peu classique, ça permet aussi de ralentir le pas et de prendre conscience de la manière dont on marche, la manière dont on pose le pied, les sensations qu'on a sous le pied, comment le corps véritablement s'engage dans la marche. Et moi, je m'en sers beaucoup au quotidien, la marche, parce que c'est vraiment riche, parce qu'on a comme une posture. Déjà, moi, quand je marche dans cette attitude un peu plus de méditation, naturellement, je me redresse. C'est fou, on fait pas toujours très attention, mais quand je marche au quotidien, j'ai l'impression d'être comme un peu voûtée vers l'avant. Et quand je me mets vraiment dans cette posture de marche méditative, j'ai vraiment le corps qui se redresse. Je prends mon temps, pas après pas. Et ça, c'est vraiment super de prendre le temps de sentir comment on marche, comment le corps bouge. Et puis, c'est un moment tranquille, en fait. Et ça, c'est une pratique qu'on peut faire dans la classe. Quand les élèves sont en train de faire des petits exercices et qu'on a peut-être juste besoin de passer de table en table, de réajuster des petites choses, là, en allant d'une table à une autre, c'est peut-être que 4 pas, mais c'est 4 pas en pleine conscience. Tout à l'heure, on disait de ces petits moments de respiration, ces petits moments voilà, de récupération, ça permet aussi de faire voilà, ces petits moments de pause. Donc, ce qui est génial avec la méditation, en fait, c'est pas juste une pratique où on s'assoit sur un coussin ou une chaise et puis on bouge plus. Il y a le scan, bien évidemment. On va faire attention au corps dans l'immobilité, mais on peut aussi faire attention au corps quand il bouge, à travers des mouvements qui ressemblent à des mouvements de yoga, mais aussi à travers la marche. Ouais. Il y a plein de possibilités. Ouais, c'est génial. Et j'ai envie juste d'ajouter que ça peut être, comment dire, en réponse à un besoin qu'on ressent, mais c'est aussi préventif. Parce que ce rapport au corps, moi je sais que, par exemple, au moment de mon burn-out, j'étais à un moment où je n'écoutais plus mon corps et je n'entendais plus mon corps, jusqu'à ce que, en fait, il vienne taper fort à la porte. Et que du coup, ce retour au corps aussi, je trouve que c'est préventif dans le sens où on réapprend à entendre les signaux et à les entendre déjà, et puis ensuite à les écouter. Ouais, c'est déjà la première chose, à les entendre, parce que, comme je disais souvent, notre corps, il nous envoie des signaux, mais qui sont très très forts. Et on fait comme s'il n'y avait rien. Ouais. Je dis, mais non, t'écoutes pas. On les met en sourdine. C'est ça, on éteint tout. Mais c'est tellement important de les écouter, ces petits signaux, du plus petit au plus fort d'ailleurs. Parfois, c'est pas grand-chose. On dit, tiens, j'ai juste un petit peu mal là. Mais et si on prenait soin finalement de cette petite douleur qui pourrait après devenir énorme, juste, tiens, je t'écoute. Ah, je t'ai entendu, oui, ok, j'ai mal là. Et de prendre ce temps, souvent, moi, j'adore, mais en fait, la douleur ou cette sensation un peu désagréable, elle se transforme d'elle-même et parfois même, elle arrive à disparaître alors qu'on n'a rien fait, on a juste porté son attention sur cette partie du corps qui était un peu sensible. Ouais. Je suis sûre que là, les personnes qui écoutent, si vous prenez le temps juste là de
ben, de faire une petite pause, quoi, et puis d'écouter ce qui se passe en vous, dans votre corps, comment vous êtes assis ou debout, ou en train de marcher, ou en train de courir pour ceux qui écoutent en courant, ou voilà, enfin, tout ce que tu disais, peut-être, je sais pas si tu as un petit exercice à proposer, à essayer là tout de suite. Eh ben, pourquoi pas, si tu veux, Émilie, on peut faire une petite pratique de méditation focalisée. Est-ce que ça te tente? Ah, mais oui, carrément. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. On s'installe alors. On s'installe un petit peu bien. L'idée, c'est de réajuster un peu la posture. Donc, de sentir, voilà, comment on se pose. Et puis, on peut fermer les yeux ou pas. Comme je disais, ça peut être aussi de garder le regard un peu flottant. Et puis, toujours dans les premiers instants de la pratique, on ramène l'attention vers le corps et on revient juste aux sensations qui sont là. Et prendre le temps de sentir, tiens, c'est quoi les sensations dans mon corps dans les premiers instants de pratique. Alors on peut avoir beaucoup de sensations parce que si on a une douleur ou si voilà, il y a quelque chose de très présent, l'attention va aller directement vers cette sensation-là. Mais si on n'a pas ce type de ressenti, ça peut être juste les sensations, des fesses, sur, la chaise ou le support d'assise qu'on a choisi, cette sensation-là. Et ça peut être aussi, les pieds en contact avec le sol. Et ça, c'est les premières sensations, c'est les sensations du corps. Et après avoir senti ces premières sensations, corporelles, on va, porter notre attention sur le ressenti de la respiration. Alors l'idée, c'est pas de chercher à ralentir la respiration, mais c'est, plutôt de suivre ce flux respiratoire comme il est. On respire toujours de la bonne manière, donc pas besoin de forcer quoi que ce soit. Et on va prendre le temps, de sentir le moment où on inspire, le moment où on expire, et juste prendre conscience des sensations qui s'invitent dans le corps quand on respire. Et on peut sentir la respiration de manière très globale dans notre corps, hein. Ça peut vraiment être quelque chose de grand. Mais parfois, c'est aidant de sentir la respiration de manière plus fine dans le corps. Alors, on peut tester de porter l'attention juste au niveau de la poitrine et de percevoir que respiration après respiration, notre poitrine, elle se soulève et elle s'abaisse tranquillement. Et puis peut-être qu'on ressent pas grand-chose au niveau de la poitrine, hein, ça peut arriver. On peut essayer autre chose, on peut déplacer notre attention en mettant l'attention sur le ventre. Là, on peut sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme des respirations. Alors parfois, on n'est pas très à l'aise avec la respiration, ça peut arriver. Donc on peut choisir autre chose, comme on disait, un point de contact. Alors ça peut être les mains ou les pieds, c'est vraiment comme on veut. Et puis moi, je propose là, de porter l'attention sur les pieds. Et puis de sentir au niveau des pieds, c'est quoi les sensations qui s'invitent. Alors on peut avoir des chaussures ou pas, hein, peu importe, mais il y a plein de sensations sur le dessus, le dessous du pied, le contact peut-être d'un tissu, d'une chaussette. Si on est pieds nus,
Ressentir peut-être un peu l'air sur nos orteils. Et puis dans la pratique, on va après faire un choix, on va vraiment poser notre attention sur un ressenti, donc peut-être les pieds ou sensation de la respiration, puis on va essayer de le maintenir du mieux possible. Alors bien sûr, ça va pas être facile parce que notre attention, elle va partir, elle va s'échapper. Et ça a peut-être été déjà le cas depuis le début. C'est peut-être pas simple de déplacer cette attention d'une partie du corps et sur l'autre. Mais là, on va essayer. On fait vraiment de notre mieux et on essaye de choisir, peu importe, la respiration avec la poitrine, le ventre, le contact avec les pieds. Et puis on va essayer de maintenir cette attention sur toutes les sensations. En fait, on explore, on découvre ce qui apparaît, disparaît, comme ressenti, chose de très fin ou parfois de plus prononcé. Et puis il y a un moment donné où l'attention elle va décrocher, elle va partir. Peut-être qu'elle va juger, commenter l'exercice. Ça peut arriver. Après, ça peut être d'autres choses qui interviennent, hein, comme des petites histoires, une to-do list, mais peu importe. En fait, le fait de s'en rendre compte, c'est un moment de pleine conscience. Et puis on fait cet effort de ramener l'attention vers notre point d'ancrage, vers ce qu'on a choisi vraiment pour poser notre attention. Et on retourne dans l'exploration. Alors en explorant, on aura peut-être des sensations qu'on a déjà vues, déjà ressenties. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est toujours de faire un peu comme si c'était la première fois. Tiens, qu'est-ce que je ressens là? C'est quoi les sensations quand je respire ou c'est quoi les sensations dans mes pieds? Et puis on peut peut-être jeter un petit coup d'œil pour voir déjà si notre attention est bien restée ancrée ou si elle est déjà partie. Et si elle est déjà partie, c'est pas très grave. Parce que notre attention adore s'amuser, vagabonder. Mais juste reconnaître où nous en sommes et puis ramener l'attention si besoin vers l'ancrage et poursuivre l'exercice peut-être encore quelques instants. Au début, on peut avoir du mal à maintenir l'attention sur la respiration ou les sensations des pieds avec le sol. On va faire beaucoup d'allers-retours, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de ramener l'attention encore et encore, et autant de fois que nécessaire pendant le temps de pratique. Et tranquillement, on pourrait mettre fin à cette pratique de méditation et ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et toujours prendre soin de soi à la fin en s'autorisant peut-être à bâiller, s'étirer, en tout cas faire le ou les mouvements qui nous semblent nécessaires et qui vont nous faire du bien. Waouh, merci pour ce cadeau. J'espère que ça vous a fait du bien à tous, en tout cas tous ceux qui ont écouté et puis pu pratiquer avec nous. Ouais, génial. Génial, je pense que les personnes qui ne connaissaient pas vont pouvoir mieux voir de ce dont il s'agit. Et puis même les personnes qui connaissaient vont pouvoir
profiter de ce moment parce qu'on prend pas toujours le temps de... Même quand on sait le faire, hein, moi qui pratique depuis longtemps, on prend pas toujours le temps de le faire, même quand on sait le faire. Et du coup, là, j'imagine que de manière un peu impromptue, là, en écoutant un podcast, de se dire, on prend quelques minutes et en fait, on retrouve les sensations, on se dit, bah ouais, c'est vrai, ça fait du bien, pourquoi je le fais pas plus souvent? Ouais, c'est ça. Mais en plus, vraiment, la pratique de méditation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur, je sais pas, 30 minutes, 20 minutes. On peut avoir aussi cette idée qu'il y a besoin de pratiquer 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour ressentir quelque chose. Mais en fait, à partir de 5 minutes, ça suffit. Et puis, même, il y a Christophe André, il y a un moment donné, qui avait sorti un petit podcast, je crois que ça s'appelait 3 minutes pour méditer. En fait, il a tellement raison. Parfois, 3 minutes, ça suffit Mm. vraiment de se poser. Donc, en fait, c'est pas trop le temps, parce que oui, on peut se dire, j'ai pas le temps, mais on va trouver 2, 3 minutes. Idéalement, ce serait bien 5, 10 minutes, mais le temps qu'on a, c'est ça qu'il faut voir. Et plutôt, ensuite, de trouver de la régularité. C'est vraiment se dire, bah, ça sera 3 minutes, mais tous les jours, ou 5 minutes, mais tous les jours. Et plus on pratique régulièrement, et plus on en ressent vraiment les bienfaits au quotidien. Ouais. Et plus on pratique, en fait. C'est-à-dire que c'est aussi, tu vois, tout ce que tu disais dans l'épisode, c'est quand on commence à pratiquer et à voir les moments, à réussir à profiter des petits instants, de contempler, de s'arrêter, tu vois. Je trouve que dans le quotidien, on s'arrête pas, même ne serait-ce que dans sa classe, parfois, pouvoir s'arrêter et se dire, waouh, les élèves, ils sont en train de travailler là. Et de s'arrêter, d'en profiter pour prendre cette micro-pause pour soi. Et moi, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je ressens dans mes pieds? Et si je prenais même 1 minute pour écouter ma respiration puisqu'il y a du calme? Et en fait, on va pouvoir l'instiller un peu au fil de la journée. Donc au début, c'est un effort, une attention, une décision de se dire, je prends 3 minutes pour méditer ce matin, ou ce midi, ou à la récré, ou n'importe quand. Et en fait, plus on le fait, plus on le pratique au quotidien. Tu vois, moi, en écoutant l'épisode, ça fait un moment que j'ai pas pris justement ce temps pour faire ces 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes de méditation. Mais par contre, j'ai repris conscience que, en fait, inconsciemment, et du coup je vais remettre de la conscience dans ce que je fais, je le fais au quotidien, quand je suis dans le métro, quand je suis à un feu rouge, quand je marche, de prendre conscience de mes pas, de ce que je fais. Et c'est vrai que c'est une pratique, ouais, je crois qu'on peut garder ça, plus on pratique, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Puis moi, souvent dans les groupes, je dis, c'est plein de petites pratiques qu'on va ajouter au fil de l'eau, en fait. Il y a vraiment cet exercice de méditation qui est nécessaire, surtout au début, et puis même tout au long de la vie, hein, de vraiment prendre le temps de se poser, de se garder cette petite bulle. Et d'ailleurs, on parlait du temps. Moi, je l'ai vu dans ma pratique personnelle. Au début, je pratiquais 10 minutes, et puis je dis, ouais, 10 minutes, c'est bien. Puis petit à petit, 10 minutes, ça ne suffisait plus. Il en fallait 15, puis 20. Et puis maintenant, bah voilà, 30 minutes, c'est bien en fait. Mais j'ai aussi adapté ce temps de pratique, moi, à mon quotidien, à mon rythme de vie. C'est ça aussi parfois qui fait un petit peu peur, parce qu'on se dit, oui, mais j'aurai jamais le temps. Mais en fait, non, le temps, on va pouvoir caser un petit peu. Et puis, bah, si un jour j'ai pas mes 30 minutes, c'est pas grave. Mm. Peut-être que demain j'aurai. Mais par contre, là, j'ai 10 minutes. Donc, je vais quand même pratiquer ces 10 minutes-là, même si je sens qu'au fond de moi, 10 minutes, c'est peut-être pas assez. C'est pas grave. Et parallèlement à ce temps vraiment de méditation, donc l'exercice en soi, comme tu disais, c'est toutes les petites choses qu'on va rajouter au quotidien. D'être dans le métro. Et puis, c'est par exemple ce qu'on mange. Prendre son café en pleine conscience, sentir l'odeur, le goût dans la bouche. Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est juste s'arrêter 30 secondes et puis on va regarder. Putain, le ciel, magnifique. Aujourd'hui, on a du ciel bleu. Ça faisait tellement longtemps. Et de prendre le temps de regarder ce ciel, de prendre ce petit moment, voilà. Et tous ces petits moments de pleine conscience, en fait, c'est aussi des moments de pratique. Et donc, en fait, dans une journée, il peut y en avoir plein. Donc, au total, ça fait un temps de pratique qui peut être long dans une journée. Moi, personnellement, j'adore cuisiner en pleine conscience. C'est vraiment un truc génial. Toutes les couleurs des fruits, des légumes ou des aliments qu'on a choisis, les odeurs, les textures.
les manger crus, pardon, les manger cuits, c'est pas la même chose. Voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Et on peut, voilà, au fur et à mesure de la journée, trouver ces petits moments. Mm. C'est très personnel, hein, mais après, voilà, ça peut être le gâteau, le carré de chocolat aussi, parfois, Ouais. ça c'est top. Oui, ou même parfois la texture de ses vêtements, un pantalon en velours qu'on oublie d'apprécier. Enfin, il y a plein de choses en fait. Prendre conscience des sons. Parfois, on se rend pas compte qu'on entend le bruit des oiseaux marcher et se dire ah bah tiens, c'est vrai, c'est le printemps, j'entends les oiseaux, je vois qu'il y a des bourgeons sur les branches d'arbres. Enfin, ouais, c'est tout ça. Mm. Bah, j'espère que, en tout cas, ça aura permis de clarifier, peut-être de dissiper les représentations erronées qu'on peut avoir sur ce que c'est que la méditation, ce que c'est que la pleine conscience, que ça aura donné envie aux personnes qui nous écoutent d'essayer, de s'y mettre ou de rajouter un peu de pleine conscience, même si c'est pas les exercices de méditation, mais de remettre un peu de pleine conscience dans ce qu'on fait, dans notre thé, notre café, voilà. Et puis, dis-nous, qu'est-ce que toi tu proposes tu nous disais que tu étais instructrice. Comment on peut du coup apprendre si on n'a pas envie de s'y mettre tout seul qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Ouais. Ah bah, apprendre la méditation tout seul, c'est pas simple. Moi, je trouve que c'est bien d'être en groupe, en fait. Et c'est toute l'idée du programme MBSR. Donc, c'est vraiment un programme de méditation qui se fait en groupe et qui a été mis en place par John Kabat-Zinn. Donc, lui, c'est un professeur d'université et puis il était aux États-Unis. Il a lancé ça fin des années 70. Et en fait, c'est ce programme-là que j'instruis. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été étudié et, et, et bien mené. Puis, moi, ce que je vois aussi, c'est que ce professeur, il a eu à cœur, en fait, de simplifier toutes les pratiques de méditation. Parce que tout à l'heure, enfin, tout début, tu vois, on parlait de ce côté aussi un peu spirituel et tout. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je veux une pratique 100% laïque. Donc, le programme MBSR, c'est sa force. C'est que c'est vraiment un programme laïque parce que John Kabat-Zinn, il a vraiment eu à cœur d'enlever le côté spirituel dans toutes les pratiques. Donc, il y a pas. Il a simplifié au maximum le langage. Donc, comme là, j'ai pu te guider de manière simple avec des mots de tous les jours. Et on adapte vraiment le langage au public qui est face à nous. Et puis, c'est simplifié. C'est simplifié au maximum. Donc, c'est vraiment un accompagnement, voilà, qui se fait en groupe dans ce cadre bien défini du programme MBSR. Ce programme, il est là pour vraiment apprendre déjà la méditation. On peut très bien arriver dans ce programme sans jamais avoir médité de sa vie. Et c'est vraiment pas grave. Pour d'autres, il y aura déjà une pratique en place, peut-être spirituelle même pour certains, mais c'est pas grave. C'est aussi une manière de redécouvrir la méditation autrement. Et petit à petit, le programme, il permet déjà, d'apprendre la méditation et puis deux, d'aller vers l'autonomie, de pouvoir se détacher parce qu'au début, on a besoin d'une guidance, on a besoin d'un audio, on a besoin d'une petite voix justement qui permette de ramener, parce que c'est pas simple de le faire tout seul. Et l'idée du programme, c'est vraiment de pouvoir, à la fin du programme, être un peu autonome dans sa pratique, pouvoir pratiquer où on veut, quand on veut, avec tout un ensemble de pratiques. Donc là, on a parlé de la méditation focalisée où on s'assoit, on a parlé du scan. En fait, le scan, c'est quelque chose qui se pratique plutôt allongé. Tout ce qui est en mouvement va plutôt être debout. Donc à travers le programme, on va explorer un peu toutes ces pratiques, les découvrir. Donc le programme, après, il est aussi très évolutif. C'est-à-dire que chaque séance permet de découvrir une petite facette de soi. On va parler des émotions, on va parler du stress. Voilà, il y a une vraie progression dans le programme. Après, c'est un programme qui est quand même long. Il faut compter 8 séances, donc à raison d'une séance par semaine. C'est des séances qui sont longues aussi parce qu'on est sur des séances qui font entre 2h30 et 3h en termes de temps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans ces 2h30, on a entre 1h et parfois même 1h30 de pratique, parce que la pratique, elle est vraiment importante, surtout au début. Et puis, le temps qui reste, c'est de l'enseignement, c'est des échanges, c'est des partages, soit avec moi, soit avec les autres participants, parce que c'est important aussi d'écouter les autres.
les témoignages. Donc parfois on se reconnaît, on se dit putain, mais moi c'est la même chose, ou tout l'inverse, on me dit mais moi pas du tout. Ok, et c'est pas grave, chacun son expérience, et puis tout est ok en fait. Il y en a pas une qui est meilleure que l'autre, on est tous différents. Mais on en prend conscience. C'est ça, on prend conscience de ça, et c'est ça qui est fort. Et on avance comme ça, tous ensemble. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que on n'est pas tout seul. Il y a tout le groupe qui avance ensemble, chacun à son rythme pendant ces 8 séances. Et puis en plus de ces 8 séances, il y a, c'est ça qui est, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une petite pratique qui dure toute une journée, ce qu'on appelle la journée de pratique intensive. Souvent on fait ça un dimanche, et on se retrouve et on pratique ensemble, et ça permet de voir en fait et de vraiment ressentir qu'est-ce que ça veut dire être en pleine conscience pendant une journée. Déjà, est-ce que c'est vraiment possible de ressentir un petit peu les choses quand on est dans une pratique longue. Ça c'est vraiment intéressant. Et ce programme, voilà, moi je suis là pour accompagner, pour faire découvrir toutes les pratiques, et puis entre chaque séance, les participants ils vont faire des exercices, parce que comme on disait, c'est un entraînement, il faut que ce soit quotidien. Donc pratiquer avec moi chaque séance, c'est super, c'est vraiment déjà top. Mais il faut petit à petit mettre en place cette régularité quotidienne. Donc il y a tous les jours des petits exercices à faire. Donc le programme MBSR, il est un peu costaud dans les pratiques, parce que souvent on demande de pratiquer 40 minutes par jour. Et au début, quand on n'a jamais médité, 40 minutes, c'est long. Donc, il y a un petit effort à faire. Il y a une petite marche. Mais moi, je trouve que c'est un cadeau vraiment qu'on se fait, en fait, de faire cet effort. Puis c'est pour un temps donné, en fait. C'est vraiment que pour le programme. Parce que, comme je disais, l'idée du programme, c'est d'être autonome après. Donc, ensemble, souvent, la dernière séance, on réajuste en fonction de son planning, en fonction des possibilités. Et puis, on voit comment on peut, dans une journée, pratiquer par petits bouts, aussi bien dans ces méditations formelles où on se pose, je respire ou je fais un scan, et puis toutes les petites choses de la journée qui viennent s'ajouter. Et donc le programme, il se déroule comme ça sur plusieurs séances. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la vraie force du groupe, parce que pratiquer tout seul, c'est pas simple. Et là, on est vraiment pas tout seul, quoi. C'est tous ensemble qu'on avance, c'est tous ensemble aussi on partage nos difficultés et parfois les réussites. Et ça aussi, ça fait du bien. Ouais. Super, je mettrai tous les renseignements dans le complément de l'épisode. Et puis, merci pour cet échange, merci pour la petite méditation offerte et pour tous tes éclairages. Merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment un grand plaisir d'échanger. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.